Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes. Aujourd'hui, dans les griffes du chaos, le 5e pack de la campagne Le Cercle Brisé. Ah oui, petite précision que j'avais pas faite sur la vidéo d'avant. Mais bref, pour le 4e pack, le 5e pack et le 6e pack de cette campagne, je n'ai pas acheté les packs encore, du coup je n'ai jamais joué les cartes. Donc là encore plus, pour les redéballages, il y a beaucoup de cartes que j'ai déjà jouées. Pour les déballages, c'est pas forcément le cas. Là clairement je n'ai jamais joué ces cartes. Donc je vais donner mes impressions et pas mes retours. Donc carte gardien, la première carte sont les grenades MK1. Un soutien de niveau 4 qui coûte 3. Objet arme à distance. Utilisation 3 provisions si la carte grenade MK1 n'a pas de provision, défaussez-la. Action dépenser une provision combattre, vous gagnez plus en force pour cette attaque. Si cette attaque est réussie, au lieu de ses dégâts normaux, elle inflige 2 dégâts à chaque ennemi et à chaque autre investigateur dans votre lieu. Tout autre dégât supplémentaire est infligé à l'ennemi attaqué. On a quelque part une mini explosion de dynamite à répétition, partiellement. Parce que ces 2 dégâts, et pas 3, s'infligent les dégâts à chaque ennemi et à chaque autre investigateur. Vous prenez pas de dégâts. Comme c'est une action combattre, vous ne vous prenez pas d'attaque d'opportunité. Vous ne pouvez pas cibler un lieu connexe. Et vous avez 3 provisions. Truc intéressant aussi, c'est un soutien qui n'occupe pas d'emplacement. Alors, comme il s'agit d'une carte avec provision, vous allez pouvoir la recharger avec l'aventurier. Les grenades, vous en avez 3 de base. L'aventurier, il a 3 provisions. Il pourra vous rajouter 3 grenades. Ça marchera aussi avec contrebande. Vous payez 4, vous doublez le nombre de provisions. Donc vous passez de 3 à 6. Si vous avez déjà rajouté des provisions avec l'aventurier, vous passez peut-être à 8, à 10, voire à 12. Bon, pas certain qu'on ait besoin d'autant de grenades. Planque de niveau 3, pareil, peut rajouter des provisions. Alors, évidemment, la cible, c'est l'ennemi qui a la force la plus faible. Parce que c'est le plus facile à toucher. Vous ciblez celui qui a la force la plus faible et vous touchez tous les autres, même s'ils ont, 5 de combat. Si vous boostez les dégâts avec par exemple coup vicieux, c'est l'ennemi que vous avez attaqué. Dans ce cas-là, peut-être que vous attaquerez un gros ennemi. Si vous attaquez des rats avec une force de 1 pour vous assurer de toucher, la bête d'Aldébaran, ok, vous la toucherez facilement, la bête d'Aldébaran. Mais si vous voulez infliger un 3e dégât, c'est elle qu'il faut attaquer en jouant un coup vicieux. Ou alors vous attaquez avec autre chose que la grenade. Autre remarque, ça c'est écrit dans les commentaires sur le site. On peut utiliser habileté au tir. Les grenades, elles sont à distance, vous pouvez jouer habileté au tir pour effectuer le tir dans un autre lieu. Donc, grenade MK1, je trouve ça génial, la possibilité d'infliger des dégâts à plusieurs ennemis. Faut faire attention aux autres investigateurs. Ça vous prend pas de slot de main. Donc éventuellement... le fait de pouvoir blesser plusieurs ennemis à la fois, ça va vous être utile plutôt en multijoueur. Il y a beaucoup d'investigateurs, donc il y a beaucoup d'ennemis. Le fait que ça n'utilise pas d'emplacement de main, ça va être utile plutôt, je dirais, en solo ou en duo, si vous voulez de façon plus générale, si vous avez un investigateur polyvalent, vous voulez que dans une main, il ait une arme de corps à corps, vous voulez que dans l'autre main, il ait une lampe torche, les grenades, c'est une autre arme qui occupe pas de main. Voilà, je sais pas que dire d'autre de plus. Moi, j'intègre toujours un exemplaire de l'explosion dynamique dans mes decks qui peuvent l'inclure. En général, je la mets sur sans tenir au plan. Les grenades M15, j'envisagerai dans certains decks, pas dans tous. C'est quand même 4 XP. La plupart du temps, je voudrais utiliser ça pour blesser 2 ennemis à la fois. Je réfléchis, dès qu'il n'y a plus de provisions, on la défausse, mais on n'a
je vois pas comment on pourrait le récupérer en main, contrairement à un pistolet sur lequel on pourrait mettre bien entretenu. Bon, je testerai peut-être dans mon fameux deck de gardien qui combat avec des armes à feu dans un groupe de 3 ou 4. Carte suivante, renfort de l'agence. C'est un soutien de niveau 5 qui coûte 7, qui occupe un emplacement d'allié, qui est allié et agence, je crois. 4 de vie, 4 de santé mentale. Les renforts de l'agence peuvent se voir assigner les dégâts et ou les horreurs infligées aux autres investigateurs dans votre lieu. Action rapide, inclinez les renforts de l'agence et infligez-leur un dégât, infligez un dégât à un ennemi dans votre lieu. Action rapide, inclinez les renforts de l'agence et infligez-leur une horreur, découvrez un indice dans votre lieu. Cette carte est très bien, elle peut encaisser pour tous les investigateurs dans le lieu, elle peut infliger des dégâts directs, elle peut trouver des indices sans test, par contre elle peut le faire qu'une fois par tour, en prenant dégâts ou horreurs. Du coup, et ça coûte 7 ressources, du coup ça va être quand même dur à rentrer dans un deck. Et sinon, pour maximiser cette carte, il faudra notamment, on pourra envisager une rencontre fortuite de niveau 0, voilà. Pour un, on prend un allié dans la pile de défausse d'un joueur, on le met en jeu, et à la fin du round, s'il est toujours en jeu, on le défausse. Ça sera plutôt pour l'aspect absorption de dégâts. Vous avez les renforts de l'agence dans une des fosses. Le survivant, il joue une rencontre fortuite. Il entre dans un lieu avec des ennemis. Il est engagé, il se déplace. L'ennemi ou les ennemis font des attaques d'opportunité. Il met tout sur les renforts de l'agence. Et il arrive dans un autre lieu où il y a un combattant, par exemple. Autre possibilité, la compétence présence motivante. Voilà, si ce test de compétence est réussi, redressez un soutien allié dans votre lieu et soignez-le de 1 dégât ou de 1 horreur. Donc, vous utilisez, mettons, les renforts de l'agence pour trouver un indice, sans test. Ils s'infligent une horreur, ils prennent un indice, puis ensuite vous faites une enquête en utilisant présence motivante. Si vous réussissez, vous les redressez, vous les soignez d'une horreur, puis vous les réutilisez pour avoir le 3e indice de votre tour. Autre chose, il met tout sur les renforts de l'agence. La carte demande un service. Vous choisissez un allié que vous contrôlez, vous le renvoyez dans votre main. Vous cherchez un soutien allié parmi les 9 cartes du dessus de votre deck, vous le jouez en réduisant de X le coût. X c'est le coût du soutien allié que vous avez renvoyé dans votre main. Et il arrive dans un autre lieu où il y a un combattant par exemple. Vous pouvez jouer pour moins cher les renforts de l'agence en renvoyant dans votre main un flic en patrouille qui est quasiment mort. Alors évidemment, il faut être sûr de révéler les renforts de l'agence parmi les 9 cartes. Évidemment, ça ne coûtera que 6 avec la réaction de Léo Anderson. Bref, c'est une carte qui est géniale, qui est très polyvalente, mais qui coûte super cher. Et 5 points d'expérience, 5 points d'expérience pour une seule carte, il faudra penser le deck autour. Alors, carte suivante, on passe aux cartes chercheurs. Épouvantable révélation, événement de niveau 0, qui coûte 0, esprit, ça peut être joué par Calvin White. Découvrez 3 indices dans votre lieu, donnez n'importe quel nombre de vos indices à un autre investigateur ou placez n'importe quel nombre de vos indices sur n'importe quel lieu. Vous êtes vaincu et subissez un traumatisme mental. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Alors, on va décomposer. Découvrez 3 indices dans votre lieu. Donc vous essayez de vider votre lieu. Si vous videz votre lieu et qui a marqué victoire dessus, ça vous fait des points de victoire en plus. Donnez n'importe quel nombre de vos indices à un autre investigateur. Ou voilà, alors ça, qu'importe le nombre d'indices que vous ayez, voilà, vous avez ces 3 là, vous en aviez d'autres, là vous en avez récupéré qu'un, voire même vous en avez récupéré aucun. Vous passez tous les indices à un autre investigateur. Ça peut être utile pour tous les scénarios où il y a sur l'acte, il y a une phrase du genre « Seuls les investigateurs dans le lieu machin peuvent dépenser des indices pour avancer ». Vous êtes au mauvais endroit, il y a un autre investigateur qui est au bon endroit mais il n'a pas assez d'indices, vous les lui filez. Ou placez n'importe quel nombre de vos indices sur n'importe quel lieu. Alors, j'ai pas d'exemple en tête de scénario dans lequel il faut mettre des indices sur un lieu, mais éventuellement, si vous n'avez pas à les donner à un autre investigateur, je sais pas, il n'y a pas besoin,
ou alors tout simplement parce que quand on abandonne ou qu'on est vaincu, les indices se retrouvent sur le lieu dans lequel on abandonne ou on est vaincu, et que c'est justement un lieu qui vous fournit des points d'expérience, et bien vous mettez vos indices sur un lieu qui n'a pas marqué victoire dessus. Vous êtes vaincu, ça c'est une carte à jouer en toute fin de scénario, c'est comme on se reverra en enfer. Vous le jouez parce que c'est la chose à faire pour obtenir une meilleure résolution de scénario. Vous subissez un traumatisme mental, les chercheurs ont beaucoup de points de santé mentale, voilà, ils ont de la marge, et ça ne provoque pas d'attaque d'opportunité, donc vous ne risquez pas le trauma physique. Donc de la même façon qu'on se reverra en enfer, moi je le disais dans ma critique, certaines personnes pensent que c'est partir perdant, moi je pense que ça peut être, dans le pire des cas, choisir le traumatisme physique plutôt que mental, là c'est pareil. Vous avez, allez prenons l'exemple de Daisy Walker, elle est dans un lieu, elle va être vaincue physiquement, elle a un indice, elle joue épouvantable révélation, elle pose son indice quelque part, et elle est vaincue mentalement, pas physiquement. Donc, je pense que dans mes decks chercheurs maintenant, alors, pas en solo, mais en multi, j'en mettrai une copie. Pareil dans les decks Calvin White. C'est 3 indices automatiques. Ça peut faire obtenir la meilleure résolution possible d'un scénario. Tout ce que ça coûte, c'est un trauma mental. Un trauma mental sur l'ensemble d'une campagne, c'est rien. Surtout que vous pouvez... ça peut vous faire passer d'une résolution du genre tous les héros qui n'ont pas encore abandonné... tous les investigateurs qui n'ont pas encore abandonné prennent un trauma physique et un trauma mental, à la place, vous gagnez 2 points d'expérience supplémentaires parce que vous avez révélé limite. Donc je trouve cette carte très bien, mais comme pour On se reverra en enfer, c'est à utiliser dans des situations particulières. Et comme pour On se reverra en enfer, pour moi c'est pas partir perdant, c'est saisir une opportunité. Les points de vie et les points de santé mentale, on peut les voir comme des ressources. Là vous consommez une ressource, vous commencez avec 1 de santé mentale en moins à chaque scénario qui suit pour 3 indices automatiques d'un coup. Carte suivante, studieux, c'est un soutien de niveau 3 qui coûte 0 vu que c'est un permanent. Vous débutez chaque partie avec une carte supplémentaire dans votre main de départ. Ça coûte 3 points d'expérience pour une carte en plus, mais je trouve ça vraiment très bon. Une carte supplémentaire, déjà, c'est plus de chances, assez logique, c'est plus de chances d'avoir ce qu'on veut en main de départ. Vu qu'on a la possibilité d'un mulligan, c'est encore plus de chances à l'issue du mulligan. Et ça va être particulièrement intéressant, je pense, pour Minty Fan. Minty Fan, on a quand même envie de la jouer avec plein de cartes en main qu'on va attribuer au test fait par les alliés. Et ben voilà, Minty Fan, en début de partie, elle n'a pas 5 cartes à attribuer au test de compétences de tout le monde, mais 6. Autre chose, mauvaise carte. Voilà, Minty Fan, elle va avoir la main la plus... elle va avoir un maximum de cartes en main. Je vais y arriver. Minty Fan, elle peut aussi jouer l'assistante de laboratoire qui augmente de 2 la taille de main et qui fait piocher de cartes à son entrée en jeu. Donc si vous jouez studieux, vous avez l'assistante de laboratoire en main, vous la jouez, vous piochez 2 cartes, vous avez 7 cartes en main et votre limite de main est de, que je dise pas de bêtises, est de 10. Avoir plus de cartes en main, c'est aussi très utile pour... commencer avec une carte de plus en main, c'est utile si on joue la compétence curiosité. Un icône de volonté, un icône d'intelligence. Tant que vous avez au moins 4 cartes en main, curiosité gagne un icône de volonté, un icône d'intelligence. Tant que vous avez au moins 7 cartes en main, curiosité gagne 2 icônes de chaque à la place. Et ben, avec studieux, vous commencez avec 6 cartes, vous pouvez jouer une carte, et au moment où vous jouez curiosité, vous avez toujours vos 4 cartes. Vous atteignez plus rapidement les 8 cartes en main. Avoir plus de cartes en main, c'est aussi intéressant pour études supérieures. Donc un permanent de niveau 3 qui vous dit, tant que vous avez au moins 5 cartes en main, études supérieures gagne action rapide, dépenser une ressource, vous gagnez plus 2 en volonté pour ce test de compétence.
Action rapide, dépenser une ressource, vous gagnez plus 2 en intelligence pour ce test de compétence. Et enfin, une dernière carte, nourrir l'esprit. Enfin, une dernière carte que je verrai bien dans un deck qui utilise Studieux. Nourrir l'esprit, c'est un soutien de niveau 3 qui coûte 2, qui occupe un emplacement d'arcane, c'est un sort, qui a 3 secrets. Action, incliner, nourrir l'esprit et dépenser un secret. Effectuer un test d'intelligence 0. Piochez une carte pour chaque point de réussite. Ensuite, si votre main dépasse sa taille limite, subissez une horreur pour chaque carte dans votre main en excès. Donc Mintyfan, si elle joue Studieux, études supérieures, même études supérieures à la limite est superflu dans le lot, mais assistante de laboratoire, curiosité et nourrir l'esprit, vous pouvez jouer un deck où le but c'est, vous avez plein de cartes en main, vous n'hésitez pas, vous attribuez vos compétences, et dès que votre main se vide, hop, vous jouez nourrir l'esprit. Nourrir l'esprit qui d'ailleurs, moi je suis en train de réaliser, bénéficie d'études supérieures pour réussir plus largement le test et donc regarnir plus amplement sa main. Alors Studieux n'est pas unique, enfin n'est pas limité. Du coup éventuellement on peut en jouer 2 pour commencer la partie avec 7 cartes. Un deck standard c'est 33 cartes. Vous en piochez 7, si ça vous convient pas, vous les mettez de côté, vous en repiochez 7, vous avez vu, grâce au mulligan, vous avez vu 14 cartes sur vos 33. Ça fait plus d'un tiers. Là, si vous avez rien d'intéressant en main, c'est que vous avez mal construit votre deck. Carte truand. Une petite faveur, c'est un événement de niveau 0 qui coûte 2, qui a 2 icônes de force. Infligez un dégât à un ennemi non élite dans votre lieu. Réaction, quand vous jouez une petite faveur, augmentez de 2 son coût, changez infliger un dégât en infliger 2 dégâts. Réaction, quand vous jouez une petite faveur, augmentez de 2 son coût, changez dans votre lieu en dans un lieu éloigné de jusqu'à 2 connexions. C'est l'équivalent de rapport des services de renseignement et de doublure, mais pour les dégâts. Alors, un dégât sans test, c'est intéressant. 2 dégâts sans test, c'est encore plus intéressant. À distance, encore plus. Bon, comme les autres, ça coûte cher. Et autant un indice, c'est important, on veut des indices pour avancer dans le scénario. Échapper à un ennemi, ça peut faire gagner plein d'actions. Là, un dégât, ça semble mince. Et comme c'est indiqué dans les commentaires, comme il n'y a aucune indication d'action, c'est pas une action combattre, si vous jouez ça sur un ennemi qui est engagé avec vous, vous prenez une attaque d'opportunité. Donc, le fait pour un ennemi engagé avec soi, c'est problématique parce qu'on se prend une attaque d'opportunité. 2 dégâts, ça coûte 4. Comme c'est indiqué aussi dans les remarques, ça sera plutôt intéressant pour l'aspect à distance. Vous avez généré un acolyte, il est dans un autre lieu, il y a une fatalité sur lui, vous payez 4, vous le tuez à distance. Vous voulez aller dans un lieu, mais il y a un engoulevent, vous lui infligez 1 pour 4. Ou éventuellement l'engoulevent est dans votre lieu, vous voulez pas l'engager puis faire un test, vous payez 2, hop, vous le tuez. Carte suivante, à chaque jour suffit sa peine, un soutien de niveau 3, permanent. Vous débutez chaque partie avec 2 ressources supplémentaires. Même remarque que pour Studieux, c'est très bien. Ça va vous éviter d'avoir à dépenser des actions pour récupérer les ressources. Si vous jouez Léo Deluca, comme vous commencez la partie avec 7 ressources, vous pouvez jouer Léo Deluca comme première action. Et évidemment, si vous jouez un deck friqué, vous commencez avec plus de ressources. Si vous en mettez 2 exemplaires, que je réfléchisse, voilà, vous en mettez 2 exemplaires, vous commencez la partie, vous avez 9 ressources. Donc, vous allez en dépenser quelques-unes pour jouer par exemple Relation Influente, mais vous êtes quasiment déjà à 10 ressources en stock pour vous donner un plus 2 grâce à Relation Influente, pour avoir le bonus maximum sur Astuce, etc. etc. Bon, très bonne carte dans ce style de deck. Carte mystique. Première carte mystique, c'est Diana Espérance, un soutien de niveau 3 qui coûte 4, qui occupe un emplacement d'allié, qui est allié et sorcier. Utilisation 3 secrets. Action rapide, attache un événement sort non faiblesse de votre main à Diana Espérance, limite de 1 événement attaché à elle. L'événement attaché peut être joué comme s'il était dans votre main. Il n'est pas placé dans votre pile de défausse après avoir été joué, il reste attaché.
En tant que coût supplémentaire pour jouer l'événement attaché, inclinez Diana Espérance et dépensez un secret. Elle a 3 points de vie, 1 point de santé mentale. Du coup, elle vous permet de jouer à plusieurs reprises un événement sort, non faiblesse. À 3 reprises. Pareil que pour des cartes dont je parlais dans le deck précédent, chez les mystiques, il doit y avoir une carte qui remet des secrets, la carte extatique. Donc voilà, Diana Espérance, vous lui attachez un sort événement. Alors là j'ai la liste, il y a quoi? Il y a par exemple Éclipse sanglante, pour du combat à la volonté, si vous avez des points de vie si vous avez du stock de points de vie. Mélodie apaisante, bon, c'est dans le pack suivant, je vais pas en parler. Ouais, Blood Rite, pareil. Ça peut être sur modifier la destinée. Voilà, choisissez défausser du jeu une traîtrise non faiblesse qui n'est pas attachée à un ennemi élite. Ça peut être bannissement pour échapper, ça peut être contre-sort, inspiration surnaturelle, il y a un monstre, enfin, il y a vraiment tout plein de cartes. Et ça semble extrêmement puissant. Vous choisissez le bon sort. Voilà, par exemple, vous choisissez contre-sort. Alors oui, il faut le payer. Oui, c'est qu'une seule fois par round, mais une fois par round, pour 2 ressources, vous annulez un jeton spécial qui a été pioché. Donc je trouve cette carte géniale, et je trouve qu'il y a de plus en plus de bonnes cartes qui utilisent des secrets comme munitions. J'espère que prochainement, on aura encore 1 ou 2 cartes pour remettre des secrets. Voilà les cartes secrets, c'est tout en chercheur ou en mystique, essentiellement chercheur. Atlas ésotérique, bien informé, glyphe archaïque non traduit, Mr. Rook, le revendeur de secrets, etc., etc., etc. Carte suivante, nier l'existence de niveau 5, c'est un événement qui coûte 0. Sort paradoxe, bah voilà, donc ce sort-là par exemple, on pourra le rejouer plein de fois avec Diana Espérance. Rapide, à jouer quand une carte rencontre ou une attaque ennemie devrait vous infliger l'une des choses suivantes. Choisir une option. Défausser des cartes de votre main, perdre des ressources, subir des dégâts ou subir des horreurs. Ignorer cet aspect de l'effet. Ensuite, effectuer l'inverse de cet aspect. Respectivement, piocher des cartes, gagner des ressources, gagner des actions supplémentaires, soigner des dégâts ou soigner des horreurs. Vous attachez ça à Diana Espérance. Quand vous l'utiliserez, ça vous coûtera 0. Mettons que vous subissez une attaque qui vous inflige 2 dégâts. Dans un premier temps, vous annulez les 2 dégâts et dans un deuxième temps, vous vous soignez de 2 dégâts. Vous perdez des ressources. Voilà, vous avez un effet. Faites un test. Pour chaque point manquant, vous défaussez une carte de votre main. Vous devriez en défausser 3. Ben non. Et en plus, vous en piochez 3. La carte est géniale. Le niveau 0 n'avait que la première partie. Vous ignoriez. Donc au niveau 0, vous dites non, je ne subis pas cet effet-là. Au niveau 5, c'est non seulement je ne le subis pas, mais en plus, j'ai le bénéfice opposé. Je trouve la carte géniale. Bon, par contre, elle coûte 5 points d'expérience. Mais elle peut complètement renverser la situation. Si vous annulez un effet, c'est qu'il vous gêne fortement. Si vous avez l'effet inverse, bah, c'est un grand avantage. Vous devez perdre vos 2 dernières ressources, ben non. À la place, vous vous retrouvez avec 4 ressources et vous pouvez jouer, je sais pas, un flétrissement. Carte géniale, voilà. Carte suivante, on entre maintenant dans les cartes survivants. L'épreuve du feu, un événement de niveau 0 qui coûte 3. Trait esprit, rapide à jouer uniquement lors de votre tour. Choisissez une de vos compétences jusqu'à la fin de votre tour, fixez la valeur de base de cette compétence à 5. Alors c'est un gros boost. La plupart du temps, les valeurs de base sont comprises entre 2 et 4. Bon, on peut aller de 1 à 5. Pour Calvin Wright, la base, c'est même 0. Donc, c'est un gros boost. Le truc, c'est que ça coûte 3. Si vous utilisez cette compétence une seule fois, ça fera très cher le boost. Donc, ça sera plutôt pour une utilisation répétée de la même compétence. Par exemple, vous arrivez à la fin du scénario, vous devez combattre un monstre très puissant, vous payez 3 ressources, vous passez votre force et une valeur de base de 5, et maintenant vous boostez vos 3 attaques pour essayer de tuer le monstre. Encore une fois, Calvin Wright, sa compétence de base c'est 0, vu que c'est ce qui est imprimé, donc s'il joue l'épreuve du feu sur lui à un moment donné où il a 4 dégâts, et il est à 9 de force, si je dis pas de bêtises. Donc, à part pour le combat final, en multi
Pardon, à part pour le combat final, en solo ça servira pas parce qu'on aura rarement l'occasion de faire 3 fois la même action, enfin d'utiliser 3 fois la même compétence. En multi, ici, pourquoi pas, vous avez un survivant spécialisé en combat, peut-être qu'il sera amené à faire 3 combats par tour. Et une petite remarque qui dit que c'est intéressant pour Preston Fairmont, vu que ça le fait passer de 1 à 5 pour seulement 3 ressources, alors que la plupart des boosts, enfin la plupart des augmentations de 1 à 5 coûteraient 4 ressources. Ah oui, c'est un effet similaire à l'homme au gant rouge, qui est un soutien de niveau 5 qui coûte 2, qui est un allié, qui est rapide, et qui vous permet de choisir 2 compétences pour les faire passer à 6. Par contre, vous le défaussez à la fin de la phase du mythe. Voilà. Alors, l'homme au gant rouge, je ne l'ai jamais joué. Je sais pas, Je pense qu'il serait intéressant si on arrivait à mettre une sorte de récursion. Mais jamais utilisé. Carte suivante, APA. La version niveau 3. Ça coûte 1. C'est tactique. Choisissez une option échapper à. En cas de réussite et si l'ennemi est non élite, échappez-lui et déplacez-le vers un lieu connexe. Ou échapper à utiliser uniquement sur un ennemi non élite dans un lieu connexe. En cas de réussite, échappez à cet ennemi et échangez de lieu avec lui. Donc, soit vous échappez à un ennemi non élite dans votre lieu pour l'envoyer un lieu plus loin, soit il est déjà à un lieu de distance de vous, vous lui échappez, vous intervertissez de place. Au niveau 0, c'était seulement échapper et le déplacer vers un lieu connexe. Je trouve l'effet intéressant. Parce qu'on a de l'évasion, plus du déplacement et on choisit qui on déplace. Voilà. Alors faudra voir. Un chasseur, il finira par se redresser et continuer sa chasse. Un non-chasseur, on en est peut-être débarrassé. Ça dépendra, est-ce qu'on veut rester dans le lieu ou est-ce qu'on a fini dans le lieu et on veut aller dans le lieu où est l'ennemi. Et enfin, carte neutre, Anna Caslow, un soutien de niveau 4 qui coûte 3, qui occupe un emplacement d'allié, allié et clairvoyant. Vous possédez 2 emplacements de tarot supplémentaires. Réaction quand la partie débute, si Anna Caslow est dans votre main de départ, mettez-la en jeu. Réaction après l'entrée en jeu d'Anna Caslow, cherchez un soutien tarot dans votre deck et mettez-le en jeu. Elle a 1 point de vie, 1 point de santé mentale. Alors elle coûte cher en ressources, elle coûte cher en expérience. Par contre, si vous jouez les tarots, elle est vraiment super. Vous faites un mulligan, vous essayez de la voir en main. Si elle est dans votre main, vous la posez en jeu gratuitement. Elle va vous chercher un tarot, elle vous le met en jeu. Et en plus, maintenant, vous avez le droit à 3 tarots en tout. Alors les tarots, jusqu'à présent, il y en a un dans chaque classe. Il y en a un neutre et il y a aussi une faiblesse. Et d'ailleurs, si vous avez la faiblesse, donc le 16, la tour, elle sera particulièrement efficace. Parce que qu'est-ce que ça vous dit, la tour ? Donc c'est un soutien qui coûte 4. Présage tarot, vous ne pouvez pas attribuer de carte au test de compétence tant que 16 la tour est dans votre main. Si la tour est piochée dans votre main de départ lors de la mise en place, avant ou après avoir effectué un mulligan, vous ne pouvez pas la remplacer. Elle doit rester dans votre main de départ. Donc cette carte-là, vous l'avez en main, vous ne pouvez plus jouer de carte de compétence, vous voulez la jouer. Vous voulez la mettre en jeu, mais ça vous coûte 4. Avec Anna Caslow, si vous savez que vous avez la tour dans votre deck, ou même tout simplement au moment où vous cherchez un tarot dans votre deck, vous voyez la tour, vous la mettez en jeu, et votre faiblesse ne vous affecte pas toute la partie. Et moi, Anna Caslow, je trouve qu'elle est particulièrement intéressante dans un deck Calvin Wright, qui jouerait 2 copies du 5 de denier. Le 5 de denier, il donne plus 1 de vie et plus 1 de santé mentale, vous en jouez 2, et grâce à Anna Caslow, vous avez les 2 en jeu en même temps. Calvin, il a 8 de vie, 8 de santé mentale, et donc il peut monter à 7, 7, 7, 7. Donc Anna Caslow, génial, mais il faut jouer les tarots. À part Calvin Wright, je suis pas sûr que je la mettrais dans un deck qui n'utiliserait qu'un seul type de tarot. Si je joue par exemple Daisy Walker avec 2 exemplaires du tarot chercheur, dépenser 4 XP pour avoir la possibilité d'avoir les 2 tarots en même temps, je suis pas convaincu. Par contre, si vous jouez un investigateur qui est biclassé, ou en tout cas qui a accès à plusieurs types de tarots, là ça peut être intéressant. Vous jouez, mettons, Roland Banks en solo, il a 2 copies du tarot gardien, 2 copies du tarot chercheur,
grâce à Anna Caslow, il a la possibilité d'en avoir 3 sur les 4 en jeu, et donc d'avoir plus de force et plus 1 d'intelligence, ou plus 1 de force et plus 2 d'intelligence. C'est extrêmement puissant. Bon ben voilà, petit récapitulatif. Grenade MK1, c'est très bien. Une arme qui peut blesser plusieurs ennemis à la fois, qui prend pas d'emplacement, qui a 3 utilisations. Ça va pas remplacer la dynamite, mais ça s'en approche. Peut-être que certaines personnes vont remplacer l'explosion de dynamite par ça, pour avoir plusieurs charges, pour payer moins au moment de le poser en jeu. D'autres resteront sur l'explosion de dynamite parce qu'une suffit par partie en général, et qu'on peut la mettre sur sans tenir en haut au plan. En tout cas, je trouve une très bonne carte. Renfort de l'agence, ça a des capacités vraiment très efficaces. Le problème, c'est que ça coûte 7. C'est de niveau 5. Il faudra concevoir le deck autour pour rentabiliser ces 5 points d'expérience et aussi pour pouvoir mettre la carte en jeu, pour pouvoir la payer. Je sais pas, peut-être Caroline Fern qui gagne plein de ressources, ou un chercheur avec Milan Christopher qui joue aussi travaille en équipe pour filer toutes ses ressources aux gardiens. Enfin, carte géniale mais dure à mettre en jeu. Épouvantable révélation, on se reverra en enfer du chercheur. Vous devez à tout prix vider un lieu d'indice à la fin de la partie, vous vous sacrifiez. Je pense que j'en mettrai un exemplaire dans chacun de mes decks de chercheurs désormais. Studieux, vous commencez la partie avec une carte supplémentaire, ça améliore bien les statistiques, ça améliore bien les probabilités de commencer la partie avec les cartes que vous voulez. Une petite faveur, du dégât sans test, dans le lieu ou à distance, et 1 ou 2. Le problème, c'est que ça fait subir des attaques d'opportunité. Donc la carte est bien, mais je trouve beaucoup moins intéressante que rapport des services de renseignement ou doublure. À chaque jour suffit sa peine, vous débutez chaque partie avec 2 ressources supplémentaires. Très efficace dans un deck friqué. Ça sera des actions en moins à faire pour atteindre vos 5 ou 10 ressources que vous voulez. Diana Esperance, la possibilité de jouer à 3 reprises un événement sort. Extrêmement efficace. Je pense que ça sera très bon dans tous les decks, on va dire un petit peu contrôle, avec par exemple sort de protection, c'est je pioche une carte traîtrise, non j'annule, round suivant je pioche, non j'annule, round suivant je pioche, non j'annule. Voilà. Nier l'existence de niveau 5, comme le niveau 0 vous annulez vous annulez un aspect qui vous annulez une chose qui vous est infligée par une carte rencontre ou une attaque, mais en plus de ça, vous gagnez l'opposé. Au lieu de perdre X ressources, vous en gagnez X. C'est génial. Par contre, c'est 5 points d'expérience à réserver à... je dirais pas réserver... Ouais, disons que 5 points d'expérience, vous avez le flétrissement pour le même prix. Si vous mettez ça, c'est un sort très efficace que vous pouvez pas mettre, donc peut-être plutôt dans des decks contrôle à 3 ou 4 joueurs. Et idéalement, attaché à Diana Esperance. L'épreuve du feu, vous passez la valeur de base d'une compétence à 5 jusqu'à la fin du tour. Génial pour Calvin White, le problème c'est que ça coûte 3. Pour que ça soit très intéressant, faut utiliser 2 fois cette compétence. Donc plutôt pour des héros spécialisés ou pour des combats de fin de partie. Appât, échappé à. Si vous réussissez et que l'ennemi est dans votre lieu, vous le déplacez vers un lieu connexe. S'il est dans un lieu connexe, vous lui échappez et vous échangez de place avec lui. Voilà, très efficace pour gérer les ennemis non chasseurs et pour avoir soit plus de temps dans le lieu dans lequel on est, soit aller dans le lieu dans lequel on veut être. Anna Caslow, la possibilité d'avoir 3 tarots en jeu. Génial dans un deck qui joue 2 exemplaires de tarot. Par contre, si vous avez juste un type de tarot en 2 exemplaires, je pense que c'est trop cher. Voilà, c'est tout pour ce pack. Alors je crois que c'est la 4e vidéo que j'enregistre aujourd'hui. On est le 15 août, j'ai profité de la journée pour enregistrer plein de vidéos que je montrerai plus tard. Le pack suivant, c'est-à-dire
Devant le trône noir n'est pas encore traduit sur ArkhamDB. J'ai encore tout le cycle de... J'ai encore les cartes neutres de la boîte La Civilisation oubliée et tous les packs qui suivent dans le cycle à faire en redéballage. Du coup, j'ai mal à la tête, j'ai perdu le fil de mes pensées. Oui, j'ai 4 vidéos à monter, à mettre en ligne. Ensuite, d'ici là, le pack suivant devrait être traduit. Ensuite, j'ai encore tout un cycle à enregistrer. Du coup, je m'ennuierai pas avant la sortie de la prochaine boîte, les Dévoreurs de rêves. Et en plus de ça, comme je le disais dans une autre vidéo, il y aura la sortie cet automne de Marvel Champions et je compte bien m'intéresser à ça. Regarder les vidéos faites par les autres et peut-être même faire une vidéo dans laquelle je dis ce que je pense des règles telles que je les ai lues. Bon voilà, bonne journée et à la prochaine, au revoir. Ah oui, et bien sûr, comme d'habitude, n'oubliez pas, si vous avez des commentaires, des questions, des remarques, n'hésitez pas à utiliser les commentaires YouTube. Voilà.